Le 15 septembre 2003, dans la ville côtière de Porquiaran, eut lieu une découverte qui bouleversa toute la ville. Tout commença par un raid de recherche organisé après qu'une disparition fut signalée. Les autorités locales décidèrent de vérifier l'ancienne station baleinière abandonnée sur le récif noir, un lieu depuis longtemps oublié et ignoré. Lorsque l'équipe de recherche pénétra dans le sous-sol inondé du vieux bâtiment, ils tombèrent sur quelque chose qui attira immédiatement leur attention. L'endroit était oublié et sombre, et rien n'aurait pu les préparer à ce qu'ils allaient découvrir. À première vue, tout ressemblait à un endroit ordinaire pour de vieux débris et des objets abandonnés. Mais parmi les détritus gisait une découverte qui souleva immédiatement des questions. Le corps appartenait à un garçon de 9 ans, et sa découverte fut un véritable choc. Il fut trouvé dans un endroit que personne n'aurait attendu. L'identité de la victime et les circonstances dans lesquelles il se retrouva là restaient inconnues à ce moment. Mais les traces que découvrirent les enquêteurs ne laissaient aucun doute qu'il s'était passé ici quelque chose de plus qu'un simple hazard. Dans le rapport du premier officier, il fut noté que sur les lieux furent trouvés des signes que quelque chose était manifestement arrivé à cette personne. Et tout cela ne pouvait être expliqué par une tragédie ordinaire. Au début, cela semblait être un accident, mais à chaque étape de l'enquête, il devenait de plus en plus évident que tout était bien plus complexe. Qui était ici ? Pourquoi précisément ici ? Cet endroit, autrefois vivant et plein de gens, était devenu le centre d'une tragédie. Il fut bientôt établi que le garçon disparu était sur les lieux 2 jours auparavant. Mais aucune trace de sa présence ne fut trouvée, hormis cette mystérieuse découverte. Les réponses aux questions ne se donnaient pas facilement. Les policiers locaux et les enquêteurs commencèrent à étudier les indices et à rassembler des informations pour comprendre ce qui s'était passé dans les derniers jours avant la disparition. Le corps fut trouvé sur place, mais maintenant, tous comprenaient que l'affaire était bien plus profonde qu'il n'y paraissait initialement. À ce stade de l'enquête, beaucoup de choses restaient encore obscures. Les prochaines étapes devant être entreprises pour comprendre ce qui avait mené à cette tragédie. L'été 2003 à Porquiaran n'était pas si inhabituel que cela. La petite ville côtière, vivant sa vie mesurée, ne s'attendait pas du tout à ce que sa tranquillité soit troublée. En ces jours-là, les adultes s'occupaient de leurs affaires quotidiennes. Les pêcheurs réparaient leurs filets, les commerçants ouvraient leurs boutiques et les retraités se promenaient le matin sur le front de mer, racontant des histoires du passé. La vie suivait son cours et rien ne présageait le malheur. Cependant, chaque jour, il devenait de plus en plus évident que ce monde n'était pas si tranquille. La ville était littéralement prise par un jeu qui était devenu quelque chose de plus qu'un simple divertissement. Certains en parlaient avec enthousiasme, d'autres avec perplexité, mais tous reconnaissaient qu'il avait conquis Porquiaran. Le jeu fut appelé Pierre chuchotante, et il devint rapidement une véritable sensation urbaine. Les joueurs, et ce n'étaient pas seulement des enfants, mais aussi des adultes, racontaient comment un matin, ils trouvaient une pierre dans l'endroit le plus inattendu, sous un arbre, dans un vieux bateau, dans une grange abandonnée. Sur la pierre était dessiné un symbole qui servait d'indice. Il menait à une nouvelle cachette où se trouvait la mission suivante, et ainsi, étape par étape. Tout commençait par des tâches simples et inoffensives. Laisse une fleur sur la tombe du marin inconnu, ou compte les bateaux dans le port. Ces missions semblaient absolument sûres et ne causaient d'inquiétude à personne. Bientôt, les pierres chuchotantes devinrent partie de la vie quotidienne de la ville. Les gens allaient et venaient sans prêter attention aux signes secrets laissés dans les endroits les plus inattendus. Il semblait que c'était simplement une occupation fascinante à laquelle pouvaient participer tous ceux qui voulaient se sentir partie de quelque chose de plus grand. Mais qui était derrière ce jeu ? Qui était ce mystérieux gardien des secrets qui laissait des pierres avec des symboles énigmatiques ? À cette question, personne ne pouvait donner de réponse. Tout ce qui était connu, les joueurs trouvèrent des pierres, résolvaient des énigmes
et allait à la cachette suivante. Tout semblait absolument inoffensif et personne ne s'attendait à ce que le jeu mène à de telles conséquences. Néanmoins, aussi innocent que cela puisse paraître, dans l'histoire de Porquiaran, il y avait déjà une personne pour qui le jeu était devenu non pas simplement un passe-temps, mais quelque chose de bien plus important. Finn O'Connell, 9 ans, était un véritable fan des pierres chuchotantes. Son frère, Liam, 12 ans, se souvient comment Finn était littéralement obsédé par le jeu. Il ne pouvait pas s'arrêter, cherchait constamment de nouvelles pierres et de nouvelles missions, rêvant d'être le premier à aller jusqu'au bout. Finn était sûr qu'il pourrait résoudre toutes les énigmes et arriver jusqu'à la finale. Mais cette aspiration à la victoire le mena à un endroit dont il ne connaissait pas tout. À ce moment, personne ne pouvait prédire qu'un jour ce jeu, qui semblait inoffensif et amusant, changerait le cours de toute la vie de la famille O'Connell, et que derrière ces pierres qu'il cherchait se cachait non pas simplement une aventure, mais quelque chose de bien plus dangereux que quiconque aurait pu l'imaginer. Le 12 septembre 2003, 2 jours après que Finn O'Connell eut trouvé la dernière pierre, sa vie n'était déjà plus comme avant. Cette pierre était spéciale. C'était la dernière étape du jeu qui promettait d'être l'apogée de toutes les recherches. Elle fut trouvée dans l'endroit le plus inattendu, où personne n'aurait pu s'attendre à découvrir une cachette. Sur elle était écrit un nouveau symbole qui menait à la dernière mission. Ancienne station baleinière, à minuit, cœur du gardien. Finn comprenait que c'était le pas final dans son aventure. Il était si proche de devenir le premier à terminer le jeu, mais personne ne savait que ce pas le mènerait à la tragédie. La dernière pierre fut trouvée par lui seul. Ce fut une décision fatale. Bien que Liam, son frère aîné, ait tenté de l'en dissuader, Finn, comme toujours, était plein de détermination à mener l'affaire jusqu'au bout. Liam se souvint comment il avait dit à Finn qu'il valait mieux rester à la maison, que le vieux bâtiment sur le récif noir n'était pas l'endroit où il fallait être la nuit, surtout seul. Mais, comme cela arrive souvent dans de tels cas, Finn ne l'écouta pas. Il avait sa propre voix, et il voulait la suivre sans penser aux conséquences. Quand Liam apprit que son frère avait disparu, tout devint clair. Il ne pouvait pas croire que Finn ait pu prendre un tel risque. Mais il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Quand tard dans la nuit du 13 septembre, Liam se réveilla et comprit que Finn était parti, son cœur se serra d'horreur. Il comprit immédiatement que celui-ci était allé là-bas, à l'ancienne station baleinière, pour accomplir la dernière mission. Liam, comprenant tout le danger de la situation, courut immédiatement vers ses parents. Mais il ne faisait que commencer à comprendre ce qui s'était passé. Le matin, quand le 13 septembre à 8 heures, les parents O'Connell s'approchèrent de la chambre de Finn, ils découvrirent que le lit était vide. La première pensée qu'il avait pu simplement sortir, se promener, céda immédiatement place à la panique. La mère, Moira, sentit que quelque chose n'allait pas. Elle était sûre que quelque chose clochait. Sean, le père, tentait de la calmer, mais ne pouvait cacher son inquiétude. Chaque minute, il réalisait que son fils avait disparu. À ce moment, il devint clair aux parents que leur garçon ne reviendrait pas si simplement. Ce n'était pas cette disparition qu'on peut expliquer par le hasard. Pendant plusieurs heures, toutes les tentatives de le retrouver furent vaines. La mère téléphonait partout. Le père inspectait les rues locales, demandant à tous s'ils avaient des vues fines. Mais aucune des tentatives de recherche ne donna de résultat. À 8h30, Sean O'Connell déposa officiellement une plainte à la police. Il ne pouvait plus cacher son inquiétude. Ce n'était pas simplement une promenade, c'était une disparition derrière laquelle se cachait quelque chose de plus sérieux. À ce moment commença la phase officielle de l'enquête. La police commença immédiatement à chercher d'éventuels indices, tentant de comprendre où Finn aurait pu aller. La probabilité qu'il soit allé chercher la mission suivante du jeu devenait de plus en plus évidente. Toute la ville connaissait les pierres chuchotantes, et maintenant cela devenait la ligne principale de l'enquête.
Il est intéressant que la police n'ait pas eu d'informations sur qui pouvait être l'organisateur du jeu. Cependant, ce qui était arrivé à Finn nécessitait plus qu'une simple enquête de recherche ordinaire. L'histoire devenait de plus en plus sinistre à chaque nouveau pas. L'équipe d'enquête commença le travail immédiatement après que la plainte officielle pour disparition eut été déposée. La police, entre autres, vérifiait les endroits possibles où Finn aurait pu se rendre. Et la première chose qui attira l'attention, c'était le sentier côtier menant à la station baleinière abandonnée. Sur les lieux de l'incident, ils découvrirent immédiatement une chaîne de traces laissées par des chaussures d'enfants. Les traces menaient directement au vieux bâtiment sur le récif noir, ce qui ne faisait que confirmer les soupçons. Le garçon était ici. Mais le plus surprenant, c'est que cette trace était solitaire. Il n'y avait pas beaucoup de traces. Elles ne divergeaient pas sur les côtés, mais menaient directement là où il fallait s'attendre, vers les coins sombres de cette station depuis longtemps oubliée des gens. La police examinait méthodiquement le territoire. Chaque centimètre était important. L'enquête commença par l'établissement des faits. Une des premières étapes fut l'examen de la station elle-même, ainsi que du territoire adjacent dans un rayon de 50 mètres. Chaque recoin fut vérifié, chaque angle et fissure furent examinés. Mais pour l'instant, tout semblait pas si important. Le vieux bâtiment était couvert de rouille et de mousse. Ses murs ne se souvenaient ni de pas humains, ni de traces de vie. Mais tout au bout de ce chemin, dans le sous-sol inondé, ils découvrirent quelque chose qui attira immédiatement l'attention de la police. Près de l'endroit où furent découverts les restes gisait un morceau rouillé de tuyau métallique. C'était la première chose qui pouvait être liée à la possible cause de ce qui s'était passé. Cet objet ne faisait pas partie de la décoration habituelle de la station, et il contrastait fortement avec l'environnement. Les policiers commencèrent à associer cet objet aux événements qui auraient pu mener à la tragédie, bien qu'à ce moment ils ne connaissent pas encore tous les détails. Il était étrange que le tuyau se trouve précisément là où il aurait pu devenir un instrument de violence. Cependant, cela ne suffisait pas pour tirer des conclusions définitives. Pendant ce temps, les recherches continuaient. Et voilà, tout au bout du sous-sol, au bord même de l'eau, fut trouvé encore un objet qui pourrait donner des réponses importantes. C'était une pierre marine lisse, à première vue ne se distinguant en rien des autres pierres utilisées dans le jeu, pierre chuchotante. Mais contrairement à toutes les autres, cette pierre n'avait pas de symbole caractéristique de toutes les précédentes. Cette pierre était dépourvue du signe mystérieux, ce qui la rendait étrange et inhabituelle, comme si quelqu'un l'avait laissée pour quelqu'un dans l'épreuve finale. La police comprit immédiatement que cela pouvait être un élément clé de l'enquête. Cette pierre était aussi importante que toutes les précédentes, mais elle se distinguait par une particularité, l'absence de symbole. Elle était, semble-t-il, le dernier élément du jeu, la dernière étape que devait franchir Finn. La pierre devint une sorte de point de non-retour. Elle indiquait que le garçon avait atteint son but dans le jeu et était précisément là où il fallait être. L'enquête conclut que le lien entre le jeu et ce qui s'était passé était plus qu'évident. La pierre trouvée dans le sous-sol indiquait clairement que Finn avait terminé sa quête. Mais ce fait ne laissait pas de place au doute. S'il était ici, que s'était-il passé ensuite ? Cette découverte devint un moment décisif dans l'enquête, car il devint clair. Le jeu n'était pas seulement partie des événements, mais avait mené à l'issue tragique. Le lien direct entre les pierres chuchotantes et ce qui s'était passé était maintenant impossible à ignorer. Les questions commençaient à trouver des réponses, et l'enquête pouvait procéder à l'analyse plus approfondie de qui était derrière le jeu et ce qui avait réellement mené à ces événements. L'enquête continuait à chercher des réponses aux questions qui étaient apparues après qu'avait été établi le lien entre le jeu et les événements tragiques. Maintenant, l'attention était concentrée sur l'endroit concret, l'ancienne station baleinière où tout s'était passé. Cependant, outre l'examen du bâtiment lui-même, la police commença à se demander qui d'autre pouvait être dans les parages à ce moment. Les habitants locaux interrogés par les enquêteurs indiquèrent une personne qui se trouvait souvent dans les environs, mais se tenait toujours à l'écart. C'était un homme nommé Cormac. Il vivait dans une cabane de gardien située à seulement 200 mètres de la station.
et selon les voisins, menait une vie assez solitaire. À première vue, il semblait être une personne ordinaire, mais son comportement causait aux locaux quelque inquiétude. Certains racontaient là que Cormac remarquait plus d'une fois des enfants se promenant à proximité et n'hésitait pas à leur exprimer son mécontentement. Il pouvait rudement les chasser du territoire ou les avertir de s'en aller. Les témoignages des habitants n'étaient pas les seuls à confirmer son comportement étrange. Les enfants interrogés racontèrent que Cormac les chassait souvent s'ils se trouvaient trop près de la station abandonnée. Un des moments les plus frappants fut le cas où un des garçons raconta comment il fut littéralement poussé hors du territoire après avoir tenté de jeter un coup d'œil dans le vieux bâtiment. Cormac lui dit « Fichez le camp d'ici, ou j'appelle la police ». Ces paroles, fixées dans les procès-verbaux, laissèrent des traces d'inquiétude. Cormac n'était manifestement pas disposé amicalement, et sa dureté dans les rapports avec les enfants locaux ne faisait qu'augmenter les soupçons. Ses actions devinrent particulièrement suspectes quand il s'avéra que Cormac se trouvait très près du lieu de la tragédie. Il faisait partie de ce lieu, mais son comportement faisait douter l'enquête de son innocence. Il pouvait en savoir plus qu'il n'y paraissait en surface, et les enquêteurs commencèrent à le considérer comme un maillon important dans l'enquête. La police, surveillant attentivement ses actions et analysant tous les témoignages, arriva à la conclusion que son comportement était suffisamment suspect pour commencer une enquête dans sa direction. La proximité du lieu de l'incident, l'hostilité envers les enfants et ses actions étranges sur le territoire, tout cela se composait en un tableau qui pointait vers l'implication possible de Cormac dans ce qui se passait. L'enquête décida que c'était suffisant pour un interrogatoire officiel. Le 17 septembre, Cormac fut arrêté. Il fut transporté au commissariat de police pour un interrogatoire officiel. La police espérait que cela aiderait à éclairer les événements mystérieux et, peut-être, révélerait ce qui se cachait derrière la tragédie sur le récif noir. Mais ce n'était que le début. L'enquête continuait à approfondir les détails du jeu qui était devenu l'élément central de l'investigation. À première vue, les pierres chuchotantes pouvaient sembler un divertissement inoffensif. Mais maintenant, il était clair que tout cela n'était pas accidentel. La police commença à chercher qui pouvait être derrière cela. Pour commencer, ils décidèrent de revenir aux missions et d'essayer de comprendre comment elles avaient été composées. Liam O'Connell, le frère de Finn, joua un rôle important dans ce processus. Il aida à établir une carte de tous les lieux connus où avaient été trouvées les pierres et les descriptions de chaque mission. Plus Liam partageait ses souvenirs, plus l'enquête commençait à prendre forme. En étudiant toutes les missions, les enquêteurs remarquèrent que leur caractère n'était pas accidentel. Chaque mission avait des références évidentes à l'histoire locale et au folklore. Le niveau de connaissance requis pour composer de telles énigmes était vraiment profond. Ce n'était pas de simples plaisanteries ou rébus que des enfants auraient pu inventer. Chaque mission, de la recherche d'une fleur sur la tombe du marin inconnu au comptage des bateaux dans le port, était liée à des événements réels et à des figures du passé de Port Ciaran. Cela ne pouvait être connu que par une personne qui était profondément dans le sujet, une personne qui avait longtemps étudié l'histoire locale. Tout cela pointait vers une personne. Bien qu'il n'y ait pas d'indice direct, les enquêteurs eurent une hypothèse. Quelqu'un possédant de telles connaissances et un intérêt pour l'histoire aurait pu être l'organisateur du jeu. Cependant, pour établir avec certitude qui était derrière cela, il fallait étudier les indices matériels. La police continuait à chercher des traces. Il était important de comprendre d'où venaient les pierres elles-mêmes utilisées dans le jeu. Toutes ces pierres, galets marins lisses, semblaient ordinaires. Elles furent retrouvées sur la côte de Port Ciaran et rien ne trahissait leur caractère inhabituel. Au début, les enquêteurs pensèrent que cela pourrait être un indice important, mais il devint bientôt évident que les pierres étaient simplement partie de la nature, ne se distinguant en rien de multiples autres. Elles ne pouvaient donner les réponses qu'ils cherchaient tant. Néanmoins, il y avait un moment qui ne donnait pas de repos. Les pierres sur lesquelles étaient dessinés les symboles n'étaient pas simples. Le seul indice qui restait, c'était la peinture avec laquelle étaient appliqués les symboles. Elle se distinguait manifestement de tout ce qu'aurait pu utiliser la nature ordinaire.
C'était une trace artificielle. Les pierres furent envoyées en expertise pour découvrir quelle était cette peinture et qui aurait pu l'utiliser. Cet indice pourrait devenir la clé qui révélerait l'identité de l'organisateur du jeu. Parallèlement à cela, les psychologues commencèrent à travailler avec la police pour établir un portrait psychologique du possible criminel. Sur la base des données obtenues, il était clair que l'enquête se trouvait face à une tâche complexe. Les profileurs distinguèrent à plusieurs traits caractéristiques. Le créateur du jeu, c'est une personne éduquée, avec de profondes connaissances en histoire, mais en même temps solitaire et avec le désir de contrôler son entourage. Il ne cherchait pas la reconnaissance, mais plutôt jouissait du processus de manipulation. L'analyse du portrait psychologique aida à réduire le cercle des suspects. L'enquête commença à regarder les historiens locaux, bibliothécaires, employés d'archives et de musées. Ces gens étaient ceux qui pouvaient posséder les connaissances nécessaires pour créer un tel jeu. Cela réduisit le champ de recherche. Et maintenant, l'enquête partit dans une autre direction. Le 17 septembre, après plusieurs jours d'attente, Cormac fut amené au commissariat de police pour interrogatoire. Il se comportait de manière retenue, mais la tension dans son comportement était notable. La police, depuis longtemps déçue par son comportement antisocial et son hostilité envers les enfants locaux, se préparait à une conversation difficile. Les questions que posaient les enquêteurs étaient déjà préparées à l'avance et il tentait de révéler ce qui se cachait derrière son attitude dure envers ceux qui visitaient souvent la station abandonnée. Cormac commença par nier catégoriquement sa participation à ce qui s'était passé. Il assurait qu'il n'avait rien à voir avec l'incident et que tout ce qu'il savait à ce sujet, c'était seulement ce qu'il avait entendu d'autres personnes. Sur son visage était une expression qu'on pouvait interpréter comme une agression défensive, et cela ne faisait qu'augmenter les soupçons des enquêteurs. Cormac affirmait qu'il ne savait pas qui pouvait être derrière cela et pourquoi cela avait pu arriver précisément à celui qui s'était retrouvé dans cette terrible situation. Cependant, malgré ce déni, ses témoignages étaient là confus. Il évitait constamment les réponses précises, surtout quand les enquêteurs tentaient de découvrir ses actions dans la nuit du 12 au 13 septembre. Ses paroles sur le fait qu'il avait passé la soirée comme toutes les autres semblaient non peu convaincantes. Il ne pouvait se souvenir exactement de ce qu'il faisait au moment où, comme on l'apprit plus tard, Finn se dirigea vers la station baleinière. Toutes ses affirmations sur cette nuit étaient un peu contradictoires. Il disait quelque chose sur son habitude d'aller dans la forêt et de se promener, mais dès qu'on lui demandait ce qu'il faisait cette nuit-là, son récit devenait encore moins défini. Les enquêteurs ne pouvaient ne pas remarquer comme il réagissait étrangement aux questions liées à son attitude envers les enfants. Quand on lui demanda pourquoi il chassait si obstinément les adolescents locaux du territoire, il répondit que toutes ces ruines étaient dangereuses et qu'il avait peur que quelqu'un puisse se blesser. C'était une version qu'il appelait lui-même logique, mais son explication sonnait comme une tentative de justifier ses actions. D'un côté, son souci semblait sincère, mais de l'autre, on ne pouvait s'empêcher d'avoir des doutes. Pourquoi alors était-il si facilement saisi de rudesse dans la communication avec ceux qui erraient simplement à proximité? Le territoire est dangereux. Des ruines. J'avais peur que quelqu'un se blesse. C'était sa citation directe, fixée au procès-verbal. Mais même là, ses paroles restaient floues. S'il se souciait vraiment tant de la sécurité d'autrui, pourquoi son approche des enfants était-elle si hostile? Sa rudesse, son refus même de parler normalement, tout cela semblait être un moyen de prévenir un accident, comme il le disait lui-même. Il affirmait que seulement de cette manière, il pouvait les protéger du danger. Mais les enquêteurs avaient de plus en plus de questions. Pourquoi réagir ainsi aux gens si ton but est de les aider? À chaque nouvelle réponse de Cormac, les doutes sur ses paroles ne faisaient que croître. Il n'était pas surprenant que les enquêteurs continuent à le garder en point de mire. Il assurait que cette nuit-là, tout était en ordre, que rien ne l'inquiétait absolument et qu'il était quelque part au loin. Cependant, à la fin de l'interrogatoire, il fit un mouvement inattendu. Il déclara qu'il avait passé toute la nuit hors de la ville, ce que pouvait confirmer son alibi. Selon ses paroles, il était à l'anniversaire d'un parent au pub, Loup de Mer,
situé à 25 km de Port Kiaran. Cette déclaration pourrait devenir un moment décisif. Si son alibi était vraiment confirmé, cela signifierait qu'il ne pouvait être sur le lieu du crime. Mais les enquêteurs pouvaient-ils lui faire confiance ? Sa version restait pour la police dans un certain sens une bouée de sauvetage. D'un côté, l'alibi de Cormac ouvrait pour l'enquête une chance. De l'autre, il ne résolvait pas toutes les questions. Il pouvait mentir et cacher quelque chose d'important. La question restait ouverte. Était-il celui qui se cachait derrière le jeu et derrière ce qui était arrivé à Finn ? Quand Cormac fournit son alibi, l'enquête se trouva face à une étape importante. Pour confirmer ses paroles, il fut décidé de procéder à une vérification minutieuse. En effet, ses affirmations qu'il se trouvait au pub Loup de Mer dans la nuit du 12 au 13 septembre, où était célébré l'anniversaire d'un parent, ne pouvaient rester sans attention. Pour comprendre s'il était vraiment là, les enquêteurs envoyèrent un groupe opérationnel pour éclaircir toutes les circonstances. Ils interrogèrent plus de 10 témoins, le personnel du pub, les visiteurs, ainsi que ceux qui étaient avec lui ce soir-là. La vérification ne traîna pas. Chacun des témoins confirma tour à tour que Cormac se trouvait vraiment au pub du soir, jusqu'à tard dans la nuit. Ce fut la première confirmation importante de son alibi. Tout coïncidait. Les témoins décrivaient qu'il se comportait comme d'habitude, ne créant pas de bruit superflu, s'asseyait simplement avec une petite compagnie et ne partait pas jusqu'à la fermeture de l'établissement. Sa présence au pub fut confirmée non seulement par les témoignages oraux, mais aussi par les tickets de caisse avec ses commandes. Sur chacun d'eux était indiquée l'heure précise, qui correspondait aussi au récit des témoins. Un des tickets indiquait même l'heure après minuit, ce qui levait définitivement tous les doutes sur le fait que Cormac aurait pu être à ce moment ailleurs. À cette étape, l'enquête rencontra un tournant important. La police n'avait aucune raison de douter de l'authenticité de l'alibi de Cormac, et maintenant, il ne restait qu'une question. Que s'était-il passé cette nuit-là ? Comment avait-il pu se faire que les traces menaient là précisément à la station baleinière ? Si Cormac n'était pas sur place, qui donc aurait pu se trouver à cet endroit à ce moment ? S'attardant sur cette question, les enquêteurs furent obligés de conclure que tous les soupçons contre Cormac étaient erronés. Furent présentées des preuves irréfutables qui l'excluaient du nombre des suspects possibles. Procès-verbaux, témoins, tickets, tout confirmait son alibi. Ainsi, le 17 septembre, tous les soupçons furent levés de Cormac et il fut exclu de l'affaire. Ce fut une étape importante dans l'enquête, mais l'investigation savait que tout ne faisait que commencer. Qui donc maintenant se trouvait au centre de leur attention ? Le 25 septembre, les experts du laboratoire criminalistique fournirent enfin les résultats de l'analyse de la peinture trouvée sur les pierres utilisées dans le jeu. Tout ce temps, les enquêteurs attendaient que cette petite mais importante trace leur donne de nouvelles possibilités pour l'enquête. Dès que les résultats furent obtenus, ils confirmèrent que la peinture sur les pierres n'était pas simplement de la peinture ordinaire, mais un pigment insolite et rare. Ce pigment inorganique était utilisé dans la restauration de documents anciens. Cette découverte attira immédiatement l'attention des enquêteurs. Pourquoi quelqu'un utilisait-il un matériau si spécifique pour des énigmes destinées au jeu et qui étaient liées à ce pigment rare ? Les enquêteurs commencèrent à chercher des informations sur les livraisons de ce pigment. Se trouvant à la recherche d'un composant si unique, ils envoyèrent des demandes aux entreprises et fournisseurs de tout le pays. La police étudia minutieusement chaque trace possible, jusqu'à ce qu'elle tombe sur plusieurs commandes faites dans les 5 dernières années. Ce qui surprit les enquêteurs, une de ces commandes fut faite à Port Kiaran. C'était précisément cette commande qui força les enquêteurs à porter de nouveau attention aux acteurs locaux de cette histoire. Cette nouvelle trace réduisit fortement le champ de recherche. Maintenant, il n'était pas nécessaire de chercher dans différentes parties du pays, tout pointait vers Port Kiaran. Mais qui était le commanditaire de ce pigment rare ? Qui pouvait savoir comment et où le trouver ? Et pourquoi avait-il besoin d'un matériau pour la restauration de documents anciens ?
La police commença à examiner la documentation de cette commande et reçut bientôt encore un indice clé. Toute l'information sur l'achat fut fournie par la comptabilité de la municipalité et comme il s'avéra, le commanditaire du pigment était lié à une des institutions les plus anciennes et respectées de Port-Kiaran, les archives municipales. Ce fut un tournant inattendu. Les archives municipales, lieu qui s'associe habituellement à la conservation de documents, les plus importants pour l'histoire de la ville, devenaient maintenant le foyer principal de l'enquête. Comment une personne travaillant dans un tel endroit pouvait-elle être liée au jeu qui avait mené à la tragédie ? L'enquête, concentrant son attention sur cette institution, commença à analyser les liens possibles entre ses employés et les organisateurs du jeu. Tout pointait maintenant vers les archives et vers la personne concrète qui était le commanditaire du pigment. Ce fut une nouvelle étape de l'enquête qui devait maintenant révéler le nom de celui qui se cachait derrière le jeu, dont les énigmes avaient de mener à un résultat si terrible. L'enquête, s'appuyant sur la commande de pigment, fit encore un pas important dans la recherche du possible coupable de la tragédie. Les employés des archives municipales fournirent à l'enquête les registres de services dans lesquels figurait la commande de pigments rares pour la restauration de cartes marines. Mais la commande fut faite non pas par le directeur des archives, mais par quelqu'un d'autre qui avait accès aux matériaux historiques et à l'équipement nécessaire. Le pigment fut commandé pour un travail concret, et seules certaines personnes dans les archives pouvaient y avoir accès. Cette personne était l'assistant archiviste, et son nom attira immédiatement l'attention des enquêteurs. Eamon Doyle. Le dossier personnel de Doyle était assez insignifiant à première vue. 35 ans, célibataire, sans liens sociaux particuliers, travaille aux archives depuis déjà 10 ans. Extérieurement, il ne se distinguait pas parmi ses collègues. Cependant, son travail constant avec les documents historiques et sa manipulation fréquente de matériaux rares devenaient de plus en plus le centre d'intérêt de la police. Mais dans ce cas, comme dans le précédent, les faits secs du dossier personnel devinrent une partie importante du puzzle. Dès que le nom d'Eamon Doyle se retrouva dans les procès-verbaux, les enquêteurs comprirent qu'il correspondait parfaitement au profil établi plus tôt. Il était une personne éduquée, avec de profondes connaissances de l'histoire locale, cependant solitaire, avec des contacts sociaux limités. De plus, il avait accès aux archives et était un des rares qui pouvaient s'occuper de restauration de documents anciens en utilisant le pigment rare qu'ils avaient trouvé sur les pierres. Ce nouveau suspect, avec son comportement secret et son accès aux matériaux historiques importants, éveilla chez la police encore plus de soupçons. Au moment où son nom tomba dans le champ de vision de l'enquête, son rôle dans le jeu « Pierre chuchotante » devenait de plus en plus probable. Doyle pouvait être celui qui avait organisé tout ce processus, s'était caché derrière le jeu et manipulait les enfants, sans remarquer comment sa passion pour l'histoire se transformait en quelque chose de bien plus sombre. La police décida d'agir avec prudence, mais de manière décisive. Eamon Doyle fut mis en développement comme principal suspect. Les enquêteurs commencèrent à la préparation à l'observation de lui, sans révéler leurs intentions. Toutes les actions de Doyle devenaient maintenant importantes. Il devint le foyer principal de l'enquête, et sa vie était sous surveillance étroite. Fut établie une surveillance extérieure discrète, et chaque pas d'Eamon était soigneusement fixé. C'était une étape nécessaire, car maintenant l'enquête était sûre. Le jeu passait à une nouvelle phase. L'observation de Doyle promettait d'être une étape importante. Tout pointait vers lui comme figure centrale dans cette histoire. Les enquêteurs savaient que les étapes suivantes seraient décisives. Mais était-ce vraiment ainsi ? Et que cachait-il ? Les questions restaient, et seul le temps pouvait révéler tous les secrets que cachait Eamon Doyle. L'observation d'Eamon Doyle dura plusieurs semaines, et son comportement pendant cette période ne donnait pas à l'enquête la certitude de sa participation à la tragédie. Il menait un mode de vie extrêmement routinier. Chaque matin, il sortait de chez lui pour se rendre au travail aux archives, où il passait la plus grande partie de la journée. Après le travail, il rentrait chez lui, sans s'attarder nulle part. Les contacts sociaux étaient pratiquement absents, et sa vie semblait banale et sans visage, comme la vie d'une personne qui évite tout ce qui est superflu. Extérieurement, Doyle n'était remarquable en rien. Il évitait la communication.
ne participait pas aux événements locaux et quittait rarement les limites de sa maison. Cependant, derrière toute cette banalité apparente se cachait un moment étrange qui attira immédiatement l'attention des enquêteurs. Chaque nuit, approximativement à la même heure, Doyle effectuait des sorties vespérales à vélo, quittant le quartier de sa maison et se dirigeant vers les sentiers abandonnés qui menaient au récif noir. Cet écart de sa routine quotidienne devint le premier signal d'alarme. Pourquoi une personne qui mène une vie si fermée décidait-elle la nuit de faire ces étranges sorties? Bien que Doyle ne s'approche pas directement de la station baleinière elle-même, ses sorties régulières vers le récif noir ne pouvaient être ignorées par l'enquête. Ces expéditions étaient étranges, surtout compte tenu de son mode de vie fermé. Peut-être était-ce précisément ce détail insignifiant qui pourrait devenir le lien entre lui et le lieu de l'incident. Mais, malgré tous les soupçons, il n'y avait pas d'indice direct qui l'aurait lié au moment concret de la tragédie. Cependant, bientôt l'enquête tomba sur un détail intéressant qui devint un élément important dans l'investigation. Après une des promenades nocturnes, dont la date fut établie, l'attention des enquêteurs fut attirée par le modèle de pneus de vélo utilisé par Doyle. C'étaient que des pneus rares avec des signes évidents d'usure forte, ce qui indiquait une utilisation intensive. Les enquêteurs remarquèrent immédiatement qu'un tel type de pneu fut trouvé sur le lieu de l'incident, et ce fait mena à un tournant important dans l'enquête. Ayant étudié les moulages de traces laissées sur le chemin menant à la station baleinière, les experts procédèrent à une comparaison avec les photographies des pneus utilisés par Doyle. Les résultats de l'expertise s'avérèrent stupéfiants. Les traces coïncidaient avec une précision millimétrique. C'était un fait indiscutable qu'il y ait maintenant Doyle au lieu de l'incident et le faisait définitivement ressortir au premier plan comme principal suspect. Avec l'obtention d'une telle preuve irréfutable, l'enquête ne pouvait plus laisser Doyle de côté. L'expertise confirma la coïncidence complète des traces et cela devint la base légale pour obtenir un mandat de perquisition de sa maison et son arrestation. À ce point, l'enquête passait à une nouvelle phase, plus active et décisive. Les attentes des enquêteurs étaient à maintenant dirigées non seulement vers la révélation de son lien avec le jeu, mais aussi vers la découverte de ce que cachait cet homme énigmatique derrière son silence extérieur et sa fermeture. Le 28 septembre, sur son lieu de travail, Eamon Doyle fut arrêté sans aucune résistance. Les employés de police entrèrent aux archives et calmement, sans mots superflus, le firent sortir. Il ne tente pas de fuir, ne manifesta pas la moindre résistance. Il se tenait simplement, comme une personne qui savait déjà depuis longtemps que ce moment arriverait. Peut-être était-il prêt, ou peut-être ne s'attendait-il simplement pas à être attrapé si vite. Sa réaction était étrange, passivité complète. Il ne tentait pas de se justifier, ne tentait pas de cacher quelque chose. Il se taisait simplement et suivait les policiers, comme si son destin était déjà décidé. Ce comportement souleva immédiatement des questions. Il était soit choqué, soit savait que rien ne le sauverait. Au premier interrogatoire, Doyle nia complètement sa participation à ce qui s'était passé. Il ne tentait pas de cacher son absence d'émotion, comme si rien d'important ne se passait. Il parlait doucement, mais avec assurance. Son visage n'exprimait aucune émotion, et même dans les moments où on le confrontait aux preuves directes, il ne montrait pas le moindre signe de peur ou d'inquiétude. Ses réponses étaient courtes et claires. « Je ne suis pas impliqué. Je ne sais rien de ce qui s'est passé. Je ne fais que travailler aux archives. » Mais les enquêteurs comprenaient que ces paroles pouvaient être simplement une réaction défensive. Il est facile de nier sa participation si derrière le dos ne se cache ni émotion, ni sentiment de culpabilité. Mais dès que l'interrogatoire passa aux questions plus concrètes sur les preuves, son calme commença à éveiller encore plus de soupçons. Les enquêteurs posèrent des questions sur les traces de vélos trouvées, qui menaient directement à la station baleinière abandonnée. La réponse fut simple, mais trop transparente. « Je fais simplement du vélo. » À la question sur le pigment qui fut utilisé sur les pierres, il répondit avec la même imperturbabilité. Il était nécessaire pour la restauration des cartes. Les réponses étaient trop logiques et ennuyeuses.
ne reflétant pas le moindre intérêt pour ce qui se passait réellement. C'était étrange. Il tentait comme de faire de tout un tableau rationnel, mais plus il parlait, moins on croyait en sa sincérité. Doyle évitait le contact visuel, s'asseyant comme dans son monde, s'enfermant à l'intérieur de sa tête. Ses yeux ne rencontraient pas les yeux de l'enquêteur, et cela créait l'impression qu'il était plutôt partie de l'environnement que participant réel de l'interrogatoire. Chacune de ses paroles sonnait comme l'écho de pensées étrangères, et non comme des réponses sincères. Les enquêteurs fixaient cela au procès-verbal. Absence complète d'émotion, aucun changement dans la voix, aucun signe de stress. L'interrogatoire continua plusieurs heures, mais tout se termina là-dessus. Doyle restait imperturbable, et ses réponses ne changeaient pas. Il ne se couvrit pas de sueur, ne commença pas à se justifier, ne tenta pas de regagner la confiance des enquêteurs. C'était une résistance absolument intrépide, mais effrayante. Il s'enferma en lui-même, et cela mettait l'enquête dans une impasse. Toutes les tentatives de briser sa défense ne donnèrent pas de résultat, et bien que les enquêteurs tentent de le faire parler, Doyle ne céda pas. Et voilà, quand il semble que tous les fils se sont entortillés, l'enquête fait une pause. Malgré tous les efforts pour obtenir au moins quelques réactions, Doyle se taisait, ne donnant pas le moindre prétexte pour croire en sa culpabilité. À ce moment, les enquêteurs espéraient un dernier moment clé qui pourrait révéler ses secrets. Parallèlement à l'interrogatoire se déroulait une perquisition dans sa maison. Peut-être était-ce précisément là que se trouvaient les réponses. Toute l'attention était concentrée sur ce moment. Cette perquisition pourrait devenir ce pas même qui renverserait le cours de l'enquête. La question n'était qu'une. Quel secret cachait-il chez lui? Quand les enquêteurs procédèrent à la perquisition dans la maison d'Eamon Doyle, ils s'attendaient à trouver au moins quelques indices confirmant son lien avec le jeu et, peut-être, avec les événements tragiques qui avaient secoué Port Ciaran. Et ils ne se trompèrent pas. La perquisition montra que Doyle cachait vraiment dans sa maison une masse de matériaux qui auraient pu donner des réponses à beaucoup de questions. Dans la première pièce même, où il gardait sa collection, était toute une étagère remplie de livres sur l'histoire locale. Mais ce n'était que le commencement. Derrière un regard attentif sur ces livres se cachait un détail bien plus important. Parmi d'autres choses, dans un des tiroirs du bureau, les enquêteurs trouvèrent un cahier qui attira immédiatement leur attention. C'était un cahier dans lequel Eamon Doyle tenait des notes, dessinait des esquisses et croquis. Et dans ces dessins étaient des symboles semblables à ceux qu'il utilisait pour le jeu Pierre chuchotante. Les symboles étaient identiques à ceux utilisés pour composer les missions dans le jeu, et ce fait devint la première vraie preuve de son auteur. Le procès-verbal fixait que ce n'était pas simplement une trouvaille accidentelle. C'était une indication directe que Doyle était cette personne même qui avait inventé toutes ces missions. Mais le travail des criminalistiques ne s'arrêta pas là. Les enquêteurs décidèrent de vérifier ses vêtements de travail pour la présence de microfibres qui auraient pu coïncider avec celles trouvées dans les vêtements du défunt. De sa vieille veste furent prélevées des microfibres de couleur bleue, et cela semblait déjà suspect. Le laboratoire procéda à une analyse comparative, et le résultat s'avéra choquant. Les microfibres sur la veste de Doyle coïncidaient avec les fibres trouvées sur les vêtements de Finn O'Connell. C'était une preuve physique directe que Doyle et sa victime avaient été proches à un moment. Peut-être avait-il eu un contact avant l'événement tragique. Mais le point culminant de la perquisition arriva quand les enquêteurs trouvèrent un vieux compas en laiton qui, comme il s'avéra, n'était pas simplement partie de la collection de Doyle. Liam O'Connell, le frère du défunt, le reconnut immédiatement. C'était ce compas même qui figurait dans la dernière mission du jeu que son frère devait accomplir. Liam le reconnut et dit précisément « C'est lui ». C'est ce prix même que cherchait Finn. Ce compas devint non seulement le symbole de la dernière mission, mais aussi la preuve physique du lien entre Doyle et la tragédie. Maintenant, tout devint clair. Eamon Doyle n'était pas simplement l'organisateur du jeu, mais aussi celui qui l'avait mené sur la voie mortelle. Cette trouvaille
transféra définitivement l'enquête dans une nouvelle phase. Maintenant, l'investigation possédait des preuves irréfutables que Doyle était non seulement l'architecte du jeu, mais aussi la personne qui peut-être, inconsciemment, devint la cause de ce qui s'était passé. Cependant, la question restait ouverte. Comment exactement tout cela s'était-il passé et était-il si fermé qu'il semblait à première vue? L'enquête continuait à approfondir sa vie, espérant révéler tous ses secrets. Quand Eamon Doyle se retrouva de nouveau à la table des interrogatoires, l'enquête était prête pour le moment décisif. Les preuves étaient maintenant irréfutables, et cela changea manifestement l'atmosphère dans la pièce. Il savait déjà que ni son silence, ni les tentatives de se justifier ne pourraient le sauver. L'enquêteur, sans perdre de temps, posa devant lui le cahier avec les esquisses de symboles. C'était ce moment même où Doyle ne pouvait plus nier l'évident. Il voyait les dessins qu'il avait dessinés lui-même, et maintenant il gisait devant lui comme preuve de sa participation au jeu, à sa création. Doyle se taisait. Il ne dit rien, ne tenta même pas de se justifier. Ce silence fut le premier signal que sa défense commençait à s'effondrer. L'enquêteur continua à presser. Il savait que Doyle avait encore un point faible, le compas. C'était précisément cet objet qui devint la dernière goutte. L'enquêteur posa le vieux compas en laiton sur la table devant lui. Ce compas était cet objet que Finn cherchait dans la dernière mission du jeu et qui servait maintenant de preuve directe du lien de Doyle avec la tragédie. Quand Eamon Doyle le vit, ses yeux s'assombrirent un instant et ce fut ce moment où il ne put plus cacher la vérité. Le silence de Doyle fut interrompu. Il se rendit. Sous son regard fatigué, comme si le poids de tout ce qui s'était passé pesait sur lui, il commença à parler. C'étaient que des témoignages d'aveu. Il ne tentait pas de se justifier ou d'affirmer qu'il était un témoin accidentel des événements. Il avoua la création du jeu, mais ajouta immédiatement qu'il n'avait pas d'intention malveillante. Il disait qu'il ne voulait faire de mal à personne. Le jeu, selon ses paroles, n'était qu'un divertissement, partie de sa passion pour l'histoire. Il ne supposait pas qu'il mènerait à de telles conséquences. Doyle continuait sa version des événements, tentant d'expliquer que tout s'était passé accidentellement. Il affirmait que le garçon, se trouvant dans l'obscurité à la station baleinière, avait eu peur de lui, et dans un moment de panique, il avait agi de manière irréfléchie. C'était un accident dans lequel il s'était retrouvé entraîné, non par sa volonté. Il ne pensait pas que tout finirait ainsi. Il était sûr que si Finn n'avait pas eu peur, tout aurait été différent. Cette ligne de défense, que tout était accidentel, pourrait être utilisée au tribunal. Mais les enquêteurs comprenaient que ce n'était qu'une tentative de rejeter la faute sur les circonstances dans lesquelles Doyle, peut-être, n'avait simplement pas pu faire face à sa propre peur ou au désir de tout contrôler autour de lui. Il ne réalisait pas à quel point ses actions pouvaient influencer ceux qui devenaient partie de son jeu. Eamon Doyle, comme il le décrivit lui-même, arriva à la station baleinière vers minuit, précisément à l'heure fixée. Il menait son vieux vélo sur lequel il roulait par les sentiers sombres et abandonnés. Quand il s'approcha de la station, tout était plongé dans les ténèbres. Il choisit cet endroit précisément parce qu'il le connaissait comme ses 5 doigts. Le vieux bâtiment abandonné, c'était un lieu qui n'attirait pas l'attention, mais convenait parfaitement pour transmettre son prix anonymement. Doyle comptait que tout passerait vite et sans bruit superflu. Il ne voulait pas qu'on le remarque, et surtout ne voulait pas qu'on l'identifie. Il ne s'attendait pas à ce qu'à ce moment, tout sorte de son contrôle. Quand Finn O'Connell arriva sur place, ses pas étaient là prudents, et ses yeux cherchaient au moins quelques signes de mouvement dans l'obscurité. Il était peut-être tendu, mais n'avait pas peur. Il était sûr que son frère lui avait dit la vérité. Ce n'était qu'un jeu, qu'une dernière mission. Mais quand il vit la silhouette sombre debout dans l'ombre, quelque chose en lui s'alarma. Peut-être sentit-il le danger, mais dans l'obscurité, son regard ne pouvait exactement fixer qui se tenait devant lui. Il eut peur. Ce fut ce moment où ses instincts prirent le dessus. Il cria
tentant d'attirer l'attention, tentant dans une certaine mesure de se protéger. Et à ce moment, son cri devint la dernière goutte pour Doyle. Pour Eamon, ce cri devint le signe que tout n'allait pas comme il l'avait planifié. En panique, incapable de faire face aux émotions, il saisit la première chose qui tomba sous sa main. C'était un morceau rouillé de tuyau qui traînait près de la partie détruite de la station. Il ne pensait pas. Il agissait simplement. Dans sa tête, il n'y avait qu'une pensée: ne pas être reconnu, ne pas être attrapé. Il leva le tuyau et frappa. Un coup. Au moment du coup, il ne réalisait même pas ce qui s'était passé. Lui-même ne pouvait croire que ses actions aient pu mener à de telles conséquences. Finn tomba, et Doyle sentit son cœur battre la chamade. Il remarqua que le garçon ne bougeait pas, que sa respiration s'était arrêtée. Ce fut le moment où la peur devint encore plus forte qu'avant le coup. La prise de conscience de ce qu'il avait fait le paralysa vraiment. Il ne pouvait permettre qu'on l'attrape. Il n'avait pas le choix. Il traîna le corps sur 15 mètres du lieu de l'incident et le poussa dans le sous-sol, dans le bassin où l'eau pouvait cacher toutes les traces. C'était la seule issue pour lui, selon son opinion. Dans sa tête tournait la pensée que s'il cachait tout, rien ne serait prouvé. Il tentait de se calmer, mais toutes ses actions ressemblaient plus à de la panique qu'à un calcul. Il ne voulait pas faire cela, mais à ce moment, il ne connaissait pas d'autre moyen. Tout ce qui lui restait, c'était de se cacher et espérer que les traces ne seraient pas trouvées. Cependant, malgré ses efforts, tout cela ne pouvait rester caché. Ce cas devint non pas simplement une tragédie, mais une catastrophe qui le mena à un démasquage inévitable. Quand l'enquête découvrit toutes les preuves, ses actions devinrent indiscutables. Tout cela s'était passé en un clin d'œil, et maintenant il était impossible de tout remettre en arrière. En mai 2004, plusieurs mois après la tragédie, l'affaire Eamon Doyle arriva enfin au tribunal. L'accusation présenta au tribunal une base de preuves solides. Chacune des preuves était liée aux actions de l'accusé et toutes soulevaient la même terrible image. Les experts racontèrent en détail les microfibres trouvées qui coïncidaient avec celles qui étaient sur les vêtements du défunt. Furent présentés le cahier avec les esquisses de symboles que Doyle dessinait lui-même, le compas trouvé dans sa maison et les traces de pneus de vélo qui coïncidaient avec celles qu'utilisait Eamon. Tous ces éléments s'accumulaient, confirmant la participation de Doyle aux événements qui s'étaient là passés sur le récif noir. En outre, l'accusation amena au tribunal aussi les témoignages d'aveux de Doyle faits pendant l'interrogatoire. Ce fut un moment important, car malgré ses tentatives initiales de nier sa culpabilité, il révéla finalement la vérité. Il admit qu'il avait organisé le jeu, qu'il utilisait les enfants comme partie de ses fantasmes, mais affirmait qu'il ne voulait pas leur faire de mal. Ces aveux devinrent la base de l'accusation d'homicide involontaire. Cependant, la défense de Doyle tentait de trouver au moins quelques échappatoires. L'avocat affirmait que son client n'avait pas d'intention malveillante, que les actions de Doyle n'étaient pas préméditées. Il insistait sur le fait que la mort du garçon était un accident tragique survenu dans un moment où Doyle lui-même s'était trouvé en panique. Il expliquait cela par la nervosité, la peur et l'indécision. L'avocat tentait de montrer qu'à ce moment, quand la situation sortit de son contrôle, Doyle ne pouvait réaliser toute la gravité de ses actions. La défense qualifia les actions de Doyle comme résultat d'un accident tragique survenu dans un état d'affect. Il ne voulait pas tuer. Tout s'était passé à cause de son incapacité à contrôler les émotions au moment critique. Ce fut l'argument principal de la défense qui fut utilisé pour adoucir la culpabilité de l'accusé. Mais en même temps, la défense ne put expliquer pourquoi Doyle cacha si impitoyablement les traces de ses actions et pourquoi il ne tenta pas d'aider, mais au contraire, jeta le corps dans l'eau. Après plusieurs jours de discussion, les jurés rendirent leur verdict. Malgré les tentatives de la défense, ils reconnurent Eamon Doyle coupable. Il fut reconnu coupable d'homicide involontaire et non d'homicide volontaire. Le tribunal le condamna à la prison à vie avec droit à une libération conditionnelle dans 18 ans.
Ce fut la fin cruelle d'une histoire qui avait commencé comme un jeu inoffensif, mais s'était terminée par une tragédie qui avait détruit les vies de tous ceux qui y étaient alliés. Le procès apporta la confirmation définitive que Doyle était responsable des événements qui avaient causé la mort. Mais en même temps resta un territoire inexploré. Qu'est-ce qui l'avait mené à de telles actions? Et quels démons se cachèrent derrière sa personnalité fermée? Cette question resta ouverte, et peut-être qu'avec le temps apparaîtront de nouveaux détails. Après que l'affaire fut close et qu'Eamon Doyle reçut sa condamnation, le jeu Pierre chuchotante fut à jamais effacé de la mémoire de Porquiaran. En réponse à la tragédie, la police saisit toutes les pierres restantes qui étaient cachées dans des endroits secrets dans toute la ville. Les pierres avec les symboles disparurent, et avec elles partit le phénomène même du jeu qui avait si longtemps tenu en tension les habitants locaux. Ces cachettes mystérieuses, devenues symboles d'aventures enfantines, ne ressuscitèrent plus jamais les rues de la ville. Avec la disparition de ces pierres, disparut le jeu lui-même. Personne n'osa plus le continuer. Il ne reste qu'un chapitre sombre dans l'histoire de la petite ville côtière. La tragédie eut un impact indélébile non seulement sur la ville, mais aussi sur ceux qui se trouvèrent impliqués dans ces événements. La famille O'Connell, emportée par l'horreur de ce qui s'était passé, ne put rester à Porquiaran. En 2005, ils prirent la décision de quitter leur ville natale et de partir. La vente de leur maison fut partie de ce processus par lequel ils tentaient de s'arracher aux souvenirs douloureux. Ce geste symbolisait leur tentative de commencer une nouvelle vie, loin de l'endroit qui était maintenant lié au cauchemar. Porquiaran perdit non seulement une famille, mais aussi une partie de son histoire, car ce cas devint ce dont personne ne voulait parler, mais que tous se rappelaient. La station baleinière abandonnée, où s'était autrefois cachée la tragédie, ne pouvait non plus longtemps rester telle qu'elle était. En 2008, la municipalité, décidant d'effacer ce symbole de la mémoire de la ville, prit la décision de démolir la station. Maintenant, à sa place, resta le vide. La terre, autrefois imprégnée d'événements, était maintenant abandonnée, comme l'endroit où s'était passée l'horreur, et le lieu qui était devenu une étape triste dans l'histoire de la ville, disparut de la carte. Néanmoins, malgré le fait que l'enquête fut terminée et que toutes les preuves furent présentées, toutes les questions ne furent pas résolues. Dans ces témoignages, Eamon Doyle ne put expliquer clairement pourquoi il choisit précisément cet endroit pour la dernière mission du jeu. Pourquoi choisit-il la station baleinière abandonnée sur le récif noir? Pourquoi précisément cet endroit s'avéra être le point final de son jeu sinistre? Ses paroles sur le fait que c'était un endroit convenant pour le prix sonnaient seulement comme une justification, mais n'expliquaient pas les véritables motifs. Les motifs de Doyle restèrent une énigme. Pourquoi précisément cet endroit choisit-il pour son jeu? Cette question resta sans réponse, et peut-être c'est précisément cela qui laissa dans l'affaire la sensation d'étrange irrationalité. La tragédie survenue sur le récif noir avait trop de faces peu claires, et malgré la fin de l'enquête, tous les puzzles ne se composèrent pas en une image. Restant sans déchiffrement complet, l'affaire continua à poursuivre ceux qui avaient été autrefois liés à cette histoire.